3 jours après son arrivée au Japon, on n'a plus du tout de nouvelles. Elle a vraiment disparu. On prend un billet en urgence, on arrive pour rencontrer le propriétaire de l'hôtel et lui a l'air vraiment très inquiet. Sur le mur droit à l'entrée de la chambre, je vois comme des éclaboussures qui apparaissent. C'est que c'est censé être du sang. On est sous le choc. Vous pouvez rentrer chez vous, il n'y aura pas d'enquête. En fait, il ne va plus rien se passer. C'est nous, en fait, qui allons mener l'enquête. Je m'appelle Damien Véron. Avec ma famille, on se bat depuis 5 ans pour retrouver ma sœur Tiffaine Véron qui a disparu au Japon. Tiffaine a été vraiment une passionnée du Japon. Son rêve, c'était de parler japonais. Et elle nous a dit, j'aimerais vraiment visiter le Japon de manière plus générale et de faire le tour du Japon. C'est ce qu'elle a organisé. Et donc c'est dans cette optique qu'elle est partie au Japon en juillet 2018. Dès qu'elle est arrivée, elle nous a dit « ça y est, je suis arrivée, c'est formidable ». Et tout de suite, elle nous envoie ses premières photos. Et elle nous dit « bah voilà, ça y est, c'est parti, mon voyage démarre à Nikko ». Trois jours plus tard, donc 3 jours après son arrivée au Japon, d'un seul coup, on n'a plus du tout de nouvelles. C'est assez brutal. Alors on commence à s'inquiéter, mais on essaye quand même de se rassurer. Les jours passent. Là, on commence vraiment à être angoissé. 5 jours plus tard, le téléphone sonne. Et là, on a l'interprète de la police de Nikko. Ça nous glace le sang. Parce que là, ils nous disent « non, mais on a déjà vérifié, il n'y a pas d'ambulance, elle n'est pas à l'hôpital, elle a vraiment disparu ». Parce que la police, tout de suite, évoque la piste criminelle. Donc on se dit « c'est étonnant qu'ils pensent à cette piste. C'est eux vraiment qui l'évoquent tout de suite. Donc on se dit « bon, bah, c'est parti, il faut absolument qu'on aille au Japon. On n'a pas le choix, donc on prend un billet en urgence. On n'a pas hésité une seconde. Donc finalement, on n'arrivera que le samedi 4 août au Japon. Il y a déjà pratiquement une semaine qui s'est écoulée. Alors ils viennent tout de suite nous chercher avec un petit van, avec l'interprète, différents officiers qui sont là. Ils avaient vu qu'elle avait noté un lieu qui s'appelle les Kamanga Fuchi Abyss, un petit lieu touristique près d'une... vous avez des petits bouddhas près d'une rivière. Donc c'est vers ce lieu qu'ils nous emmènent tout de suite. Donc on les suit, un petit peu abasourdis, on se dit mais pourquoi ils nous emmènent là? Et là ils nous emmènent près d'un cours d'eau. En disant voilà, vous voyez ce foulard, il appartient à Tiffaine, c'est son foulard, elle a voulu prendre une photo, elle est tombée dans la rivière, elle s'est noyée. Ils disent que c'est une piste accidentelle, qu'elle est tombée dans la rivière et que la preuve que qu'elle est bien tombée dans la rivière, c'est ce foulard qui lui appartenait. Sauf qu'ils disent ça, sauf que non, mais Tiffaine elle n'a pas de foulard, et puis ça ressemble pas du tout à ce qu'elle pourrait avoir. Non, ça colle pas du tout. Enfin, contrairement à ce qu'ils avaient dit au téléphone, où ils avaient évoqué la piste criminelle, là maintenant, effectivement, pour eux c'est un accident, il n'y a pas de doute. On est sous le choc. Après, ils disent bon, avant d'aller au commissariat pour faire les démarches administratives, on va d'abord aller voir l'hôtelier. Quand on arrive pour rencontrer le propriétaire de l'hôtel, lui il ne s'y attend pas du tout et on voit en fait qu'il est complètement choqué de nous voir. Sa femme, c'est pareil. Là, ils sont complètement sidérés. La femme du propriétaire s'en va. On sent comme si elle était effrayée et lui a l'air vraiment très inquiet. C'est vraiment très étonnant. On a ouvert sa chambre. Et lui a constaté que lorsqu'il a fait le ménage, les objets étaient exactement de la même manière, positionnés de la même manière. Donc on a déduit qu'elle n'avait jamais dormi dans sa chambre la nuit du 29. Cette première rencontre avec l'hôtelier et sa femme est très surprenante. On est quand même un petit peu encore choqués de tout ce qui se passe. Donc ensuite on va au commissariat. On finit les tâches administratives, puis en fait avec beaucoup de brutalité, ils nous disent, bah voilà, c'est la valise de Tiffaine, vous pouvez rentrer chez vous, nous, il n'y aura pas d'enquête, c'est terminé. On s'est retrouvés devant la gare de Nikko, avec la valise de Tiffaine, disant, mais en fait on est foutus là, enfin, ça veut dire que si elle est quelque part, il ne se passe rien, on est sans solution en fait, il ne va plus rien se passer. Sauf que ce qui va se passer, c'est nous en fait qui allons mener l'enquête. Donc on interroge tous les témoins, on se laisse pas abattre et on multiplie les actions pour retrouver Tiffaine. On a des éléments précis, sauf que eux, quand ils font leurs auditions auprès des mêmes témoins, ils ont beaucoup moins d'informations. Mais c'est un cauchemar. La police ne faisant pas de recherche et pas de battues, elle en a seulement fait une fois, mais de manière très limitée. C'est nous qui avons dû nous-mêmes faire nos battues avec des Japonais qui sont venus nous aider, des Français. Nous, on a mis des affiches absolument partout.
On découvre, grâce au compte Google de Tiphaine, que Tiphaine était dans son hôtel pratiquement jusqu'à 11h30, alors que l'hôtelier explique qu'elle est partie avant 10h. Nous, on a toujours trouvé l'hôtelier surprenant. Il a eu des réactions. Déjà le premier jour, quand on arrive, il a l'air surpris. Après, quand on le recroise, il est un peu bizarre. Sa femme refuse de nous parler. Sa fille est fuyante. Donc on se dit, c'est bizarre. Donc il y a un matin, le 8 août, ils nous ont convoqués dans l'hôtel. Venez, on va faire des tests au luminol dans la chambre de Tiphaine. Sachant que la chambre, elle avait été relouée pratiquement immédiatement. Et là, ils commencent à faire des sprays, des lumières. Rien n'apparaît. Sauf qu'à un moment donné, sur le mur droit à l'entrée de la chambre, là, on voit comme des éclaboussures qui apparaissent. Là, je me rappelle être choqué, je dis mais pourquoi il y a ça? Et même l'officier est interloqué. Son ami me regarde, enfin il a l'air surpris. Je suis assez marqué par ce qui se passe. Ils finissent quand même de faire le test, donc on se dit mais qu'est-ce que c'est? Vous avez quand même, il y a eu des éclaboussures, il y a eu des traces bleues, est-ce que c'est normal? Oui, effectivement, ça doit être une réaction chimique. Toutes les demandes sont revenues incomplètes ou pratiquement vides. Donc en fait, on n'a pas d'éléments, que ce soit pour le luminol, que ce soit pour les auditions. Pour tout ça, on n'a pas eu de rapport concret. Donc on est complètement démunis. On va se rendre compte rapidement qu'il y a énormément de faits divers à Nico. Après notre arrivée, un corps est retrouvé démembré dans la rivière. On lui dit que c'est évidemment que c'est pas Tiphaine, mais bon, on se dit des corps démembrés. Une tête est retrouvée avant notre départ près du doigt ferré. On voit qu'il y a un homme qui se fait passer pour un faux guide tout près d'un endroit que Tiphaine voulait visiter, qui harcèle les femmes. En même pas un mois, on découvre 2 corps retrouvés et un pervers sexuel qui agresse les femmes. On réalise que la piste criminelle est probablement la piste évidente. Depuis 5 ans, on se bat sans relâche, et c'est grâce à tout ce qu'on a mené que c'est pas terminé, parce que sinon le dossier aurait été clôturé. Et on a écrit un livre avec ma sœur Sibylle, Tiphaine Où es-tu? C'est devenu vraiment un outil de travail, parce qu'on montre dans ce livre tout ce qu'on mène depuis 5 ans. On est seul, on mène l'enquête, on a créé une association, parce que le problème aussi, c'est que pour mener des actions, il faut les financer. Donc l'association Unis pour Tiphaine a permis de récupérer des dons. Toutes ces actions depuis 5 ans nous permettent enfin, j'espère, de nous rapprocher de la vérité. Les Japonais ont été touchés de nous voir nous battre, revenir, ne jamais arrêter. Donc en fait, ça c'est vraiment, je pense, la clé de la résolution de Tiphaine. Est-ce que vous y pensez tous les jours? Tous les jours. Ah ouais, moi je fais que ça. Ouais. Vraiment, j'ai jamais réussi à couper. Je fais que ça, c'est un combat qui est très dur et je pense que si on avait arrêté, le combat se serait déjà arrêté depuis très longtemps.